Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Christophe Girardier, multi-entrepreneur dans les nouvelles technologies et de l'information et cofondateur depuis 2016-2017 de UCAN et de la technologie Glimpact. Alors on va parler d'empreinte environnementale, on va parler d'analyse de cycle de vie, de la méthode PEF, dont Christophe a participé à l'élaboration avec la Commission européenne. On a aussi un sujet d'actualité, une fois n'est pas coutume, mais là c'est important. On est en plein dans le passage de la loi du climat et résilience en ce moment à l'Assemblée nationale, qui reprend une partie des mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat l'été dernier. Donc on aura l'occasion de parler de son importance, des enjeux de ce vote et de certains points qu'on aurait aimé y voir qui n'y sont pas, ou en tout cas qui n'y sont pas pour le moment. Christophe, d'abord, je vous laisse vous présenter. Et puis, bonsoir, moi je suis heureux d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Vous avez tout dit, hein. Moi je suis un entrepreneur, j'ai créé 2 startups, l'une dont je suis toujours le premier actionnaire mais que je ne dirige plus, qui était dans les domaines des technologies de l'information, système d'analyse statistique, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Je viens du monde du consulting en stratégie. Et j'ai créé, avec un associé qui s'appelle Michael Holmes, on a créé UCAN, qui est le créateur de la technologie Glimpact fin 2016. Donc on est vraiment né en 2017. Et comme vous l'avez dit, on est né d'une très belle aventure qui a été lancée par la Commission européenne dans le cadre d'une initiative qui porte un beau nom, qui s'appelle le Single Market for Green Product, avec mon Paris Accent d'anglais, qui est une très belle initiative qui d'ailleurs remonte de loin, qui était en fait la volonté des chefs d'État européens en 2013, donc le Conseil européen, qui se rend compte que les enjeux environnementaux c'est important et qui se dit on ne peut plus dans chaque pays de l'Union européenne avoir des définitions différentes de l'empreinte environnementale. À l'époque, 2013, la jeunesse ne s'était pas encore levée pour montrer l'importance qu'elle attachait à la crise climatique ou la crise environnementale. Donc on parle qu'est-ce que ça veut dire que l'empreinte environnementale ? Donc les chefs d'État disent à la Commission, vous allez nous inventer une définition, vous allez faire une méthode pour évaluer ce que vous nous aurez expliqué comme étant l'empreinte environnementale. Voilà ce qu'elle a fait, la Commission. Et donc elle a lancé une grande opération pour réunir des scientifiques, des représentants des États membres, des organisations industrielles, pour mettre en place une méthode, en fait 2 méthodes, qu'on appelle la méthode PEF et OF. PEF, ça veut dire Product Environmental Footprint. OF, ça veut dire Organization Environmental Footprint. Et ces 2 méthodes ont fait l'objet d'une expérimentation à laquelle j'ai participé, de 2014 à 2018. Et c'est en 2018, donc c'est hier, où la Commission européenne a adopté cette méthode comme la seule méthode qu'elle reconnaît comme étant la définition et les moyens de mesurer l'empreinte environnementale que l'activité humaine cause sur la planète. Voilà. Et donc nous, on est nés c'est à l'occasion de cette expérimentation à laquelle j'ai participé en tant que consultant en stratégie pour une grande organisation, je me suis rendu compte que cette méthode était formidable sur le plan scientifique, mais très compliquée. Donc Glimpact, on a créé la technologie pour la rendre accessible à tout le monde. Voilà. Ok, donc en fait, la PEF, c'est la méthode qui se base sur des mécanismes d'analyse de cycle de vie, donc d'ACV. C'est une méthode qui a été créée en 2013, qui a commencé son histoire en 2013, 50 tests. On termine en 2018, on a 16 critères pour comprendre l'empreinte environnementale de n'importe quel produit. Comment ça se fait que on ait une solution à échelle européenne avec 50 tests, avec des experts, des acteurs, qu'elle soit prête depuis 3 ans et qu'en fait, personne ne la connaisse. Aujourd'hui, on demande à n'importe qui c'est quoi la PEF et comment est-ce qu'on calcule l'empreinte environnementale d'un produit.
on a 1000 sites différents, chacun a son petit calcul et personne ne connaît la PEF. Et ben voilà, c'est tout le combat de Glimbat, ce que vous venez de dire. Donc alors, d'abord, non mais c'est une bonne question et malheureusement c'est le cas. C'est-à-dire voilà une formidable avancée scientifique, hein, parce que comment voulez-vous parler de transition écologique si on n'a pas de boussole commune? Comment voulez-vous parler mais même de toute politique environnementale si on ne mesure pas les choses, hein? N'importe quel scientifique vous dira que quelque chose qui ne se mesure pas ne risque pas de s'améliorer. Et donc, c'est ce qu'a voulu faire la Commission. Et effectivement, cette méthode est peu connue. Alors, nous, notre enjeu, c'est de la faire connaître. Alors, d'abord, il faut rappeler qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette méthode, parce qu'elle est complètement révolutionnaire au regard de ce que les entreprises aujourd'hui ou les États ont comme vision de l'empreinte environnementale. Cette méthode, elle dit deux choses. Alors, vous avez raison de dire que, d'abord, elle dit on ne peut pas définir l'empreinte environnementale indépendamment de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que l'analyse de cycle de vie sans rentrer dans le détail? C'est simplement de dire, quand on analyse l'empreinte environnementale d'un téléphone portable, d'une bouteille d'eau minérale, il faut l'analyser tout au long des étapes de son cycle de vie, c'est-à-dire des matières premières qu'on a utilisées pour la créer, jusqu'à sa fin de vie, les déchets, où va finir votre bouteille, où va finir votre téléphone. Bon. Ça, c'est des techniques que l'homme connaît depuis 20 ans, peut-être même plus. Mais l'ACV, il y a autant de résultats d'une analyse ACV que d'ACVistes. Vous voyez? Parce que chacun prend ses conventions ou autres. Et donc, l'Union européenne s'est dit, il faut qu'on prenne l'ACV, mais qu'on aille plus loin pour définir un cadre où tout le monde va mesurer de la même façon. Mais la Commission a rajouté, enfin la Commission, parce que c'est pas la Commission qui a fait la méthode, la Commission a créé le contexte et surtout le consensus scientifique. Donc elle a réuni des scientifiques, des acteurs industriels et même des ONG d'ailleurs, et même des représentants de citoyens pour, comment dirais-je, concevoir une méthode qui avait pour objectif de faire, si ce n'est l'unanimité, un consensus. Bon. Donc il y a la CV, mais il y a une deuxième chose qui est trois choses, deux choses qui est très importante, c'est qu'est-ce que c'est que l'empreinte environnementale? Donc la question a été posée, mais qu'est-ce que c'est que cette empreinte? Qu'est-ce que ça veut dire que créer des dommages à l'environnement? Eh bien, la Commission a défini 16 catégories d'impact. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent d'environnement vous diront l'environnement, c'est le score carbone, les émissions de CO2, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire ce qui contribue au réchauffement climatique, ce qui est un enjeu majeur. Mais ça, c'est une des 16 catégories d'impact de la méthode européenne PEF. Aujourd'hui, qui compte pour 75% de ce qu'on appelle le changement climatique ou la transition à parcourir, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres sujets. Oui, mais alors, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que cette méthode définit 16 catégories d'impact. Donc l'empreinte carbone que tout le monde connaît. Hein. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui donc dérèglent le climat. Mais il y a plein d'autres polluants ou d'autres catégories d'impact dont personne ne parle jamais, ou tout le monde en parle, mais mélange avec les émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple. Les particules fines. Tout le monde sait ce que c'est que les dégâts des particules fines dans les grandes villes, avec les intoxications, les problèmes pulmonaires pour les enfants. Il y a plein de conséquences absolument essentielles sur la santé. Bon, ça, c'est un des 16 catégories d'impact. On ne peut pas l'oublier en se focalisant que sur l'empreinte carbone, qui est très important. Mais il y en a d'autres, comme par exemple l'utilisation des ressources en eau, la pollution des eaux de rivière, la pollution des océans, l'utilisation des terres agricoles. Enfin bref, il y en a 16 comme ça. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, quand on ne parle que de l'empreinte carbone, qui est encore une fois importante, en moyenne, quand vous regardez, vous appliquez cette méthode à l'ensemble des produits de grande consommation, la part de l'impact carbone ne pèse environ que 30%. Donc, si vous ne parlez que de l'empreinte carbone, vous passez à côté des 2/3 de l'empreinte environnementale. Donc, ça, c'est le deuxième concept de cette méthode. Analyse de cycle de vie. Donc, on analyse l'empreinte sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. 16 catégories d'impact qui doivent être évaluées avec des méthodes bien précises. Et enfin, il faut pouvoir pondérer parce que avec cette méthode, vous devez mesurer les résultats sur les 16 catégories d'impact. Et donc, ces résultats, vous avez donc 16 résultats, eh bien, la méthode permet de pondérer ces résultats pour obtenir un score
C'est ça le vrai éco-score. C'est le vrai éco-score, le seuil qui vaille, celui qui permet de comparer des produits entre eux en tenant compte de tous les grands enjeux. On pourrait le dire pour être simple, tous les grands enjeux des dommages que crée l'activité humaine sur la planète. Voilà. Donc il y avait cette phrase, ça me fait penser à cette phrase que vous mettez en avant sur votre site, qui est en matière d'environnement, quand on ne voit pas tout, on voit rien. Ouais. C'est vrai. Alors au risque de déprimer un peu les bonnes consciences qui tentent de faire des efforts, ce que ça veut dire, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut faire mal. On entreprend des actions à notre niveau qui nous semblent écologiques, seulement on n'a pas toutes les cartes en main au niveau citoyen, ou même souvent au niveau industriel, parce qu'on ne connaît pas ces méthodes-là. Donc qui font plus de dommages que de bien à l'environnement. Ils peuvent faire plus de dommages. Vous avez raison de dire ça, c'est-à-dire que, et je suis assez d'accord avec vous, la plupart des acteurs industriels sont de bonne foi. Il y a plus d'ignorance, avec des erreurs monstrueuses, mais il y a quand même un peu de mauvaise foi quand même. Hein, parce que quand je vous parlais de cette méthode, 2013 à 2018, ça fait pas mal de temps. 2000 acteurs industriels qui étaient autour de la table, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Donc il y en a beaucoup qui savent maintenant. Hein. Alors évidemment, ça n'arrange pas tout le monde. Je réponds à votre question. Pourquoi personne ne parle de ça? La commission a fait son travail. Bon, mais la commission, elle fait ce qu'elle peut. Elle a fait une grande conférence où j'étais en 2018, où il y avait, je vous citerai pas des noms, mais il y a des noms que tout le monde connaît autour de la table. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Je pense qu'elle est peu connue pour plusieurs raisons. D'abord, quand il n'y a pas de méthode, ça arrange beaucoup de monde, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, pas de méthode, du flou. Hein. Comme ça, le greenwashing peut produire ses effets. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment soutenu cette méthode, à laquelle pourtant ils ont participé. Hein, parce que quand on commence à devenir très rigoureux, c'est plus risqué. Hein. Il y a toute une partie de gens qui sont de bonne foi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui, eux, ignorent même toute cette méthode. Et là, il y a tout un travail de pédagogie à faire. Hein. Et puis, il y a ceux, peut-être, qui, eux, sont dans la logique du greenwashing, qui protègent leurs intérêts et qui veulent pas aller au fond des choses. On citera quelques exemples peut-être tout à l'heure. Mais donc, globalement, cette méthode est peu connue pour ces raisons-là. Mais il y a quand même une réalité, et c'est celle à laquelle on s'attelle, c'est que cette méthode est complexe, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'elle est complexe qu'elle n'est pas intéressante. D'ailleurs, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que l'environnement, c'est quelque chose de compliqué. Il faut accepter la complexité pour comprendre ces problématiques environnementales qui sont des enjeux majeurs. Quand je vous dis le réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est qu'un tiers du problème. Il y a tout le reste. Et on ne peut pas avoir une stratégie qui consiste à réduire les gaz à effet de serre en oubliant les autres critères. Alors, je ne dis pas que quand vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre, forcément vous dégradez vos autres impacts, mais parfois c'est le cas. D'où cette phrase, quand on ne voit pas tout, on ne voit rien. Donc je pense que aujourd'hui, comment dirais-je, ce qui est, et c'est pour ça que je suis très content d'en parler avec vous, et là je dépasse les enjeux de l'entreprise que je dirige, c'est que cette méthode, elle doit être connue. Hein. Il faut absolument qu'elle est aujourd'hui la seule reconnue par l'Union européenne, mais il faut qu'elle soit la boussole commune de tous les Européens. Et quand on parle de loi, moi je suis désespéré de voir une loi qui arrive devant le Parlement et dans lequel on met dans le premier article il faut créer un score carbone et on va lancer une expérimentation pour définir la méthode. Mais je dis, cette expérimentation, pourquoi en refaire une autre? Elle vient d'être faite. La méthode existe. La question, c'est pas de savoir quelle méthode il faut encore inventer. Il faut exploiter la méthode dont l'Europe s'est dotée, qui est encore une fois un acquis scientifique majeur. Alors, je suis optimiste parce que il se trouve que dans notre volonté, nous, chez Greenpact, de participer de façon constructive au débat public, j'ai pu m'entretenir avec un membre du gouvernement qui est membre éminent, qui est la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, qui s'appelle Olivia Grégoire, que j'ai eu la chance de rencontrer, à qui j'ai expliqué ça, et qui la plupart des hommes ou femmes politiques sont de bonne foi, et j'ai attiré son attention sur le fait qu'il faut que cette loi, pour qu'elle produise ses effets, il ne faut pas inventer une autre méthode, il faut utiliser celle européenne. Et l'Europe en elle-même, il se passe des choses absolument essentielles, avec la nouvelle Commission européenne, puisque la Commission européenne est en train de réfléchir à des politiques
pour mettre un terme au greenwashing, pour encadrer ce qu'ils appellent les green claims. Hein, et l'objectif, c'est de le faire avec la méthode PEF. Donc, on est dans un moment majeur pour l'environnement. Tant qu'il n'y a pas de boussole, il n'y aura pas d'effet des politiques. C'est ce que j'ai dit à la ministre. Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a déjà évolué sur ce sujet. Moi, j'en suis ravi, puisque il n'y a plus maintenant dans la loi simplement un score carbone. Les députés, à l'initiative de la députée rapporteure de la loi, ont déjà fait évoluer le texte, il faut aller encore plus loin, hein, pour ça que je suis content d'en parler, en disant, alors on va plus parler de score carbone, on va parler d'un score environnemental qui doit tenir compte de tous les grandes catégories d'impact. Donc c'est déjà... Donc c'est un rapport à la PEF. Pas encore. C'est pas explicité, mais ils y pensent. Voilà. Okay. Je pense que c'est le début. Donc attendez, le débat n'est pas fini, et il faut que tous, moi, vous, se mobilisent pour que cette méthode, qui est encore une fois la boussole commune, soit, on va dire, imposée dans la loi, et la France serait le premier État à l'avoir fait. Et donc, c'était une question que je voulais vous poser. Si on vient au niveau européen, donc c'est la Commission européenne qui a initié ça en 2013. Attendez, presque ça. C'est-à-dire, dans les institutions européennes, il y a plusieurs entités. La plus importante, c'est le Conseil européen. Donc, c'est le Conseil européen qui a demandé à la Commission de définir une méthode de définition et d'évaluation de l'empreinte. La Commission a donc été chargée a eu un mandat, a mis en place la méthode, l'a évaluée et l'a adoptée comme la seule qu'elle reconnaît. Donc, au niveau européen, est-ce qu'on est en retard en France? Est-ce qu'il ne s'est rien passé dans tous les pays qui ont participé à cette étude pendant 5 ans? Ou est-ce que, justement, on est les oubliés et en France, on n'arrive pas à dépasser cette étape? Alors, c'est une bonne question. Comment répondre? On n'est pas les plus en retard, mais on n'est pas les meilleurs élèves. Mais on peut le devenir. C'est ce que j'ai dit à la ministre. Le gouvernement a la possibilité de devenir le meilleur élève à l'occasion de cette loi. Et comment on avance du coup? Alors d'abord, je réponds à votre question, c'est qu'il y a quand même des États. Un, qui est l'Italie, qui a adopté le PEF il y a déjà près de 2 ans, comme étant la base pour tous ces produits de marque italienne qui visent à être durables. Donc ils ont dit, vous ne pouvez porter ce label que si vous mesurez votre empreinte avec le PEF. C'est le seul pays qui l'a fait. La France n'est pas le meilleur élève du PEF, parce que la France fait souvent cavalier seul. Et nous, on a un gros problème de labels aussi en France. En plus, alors pas que nous, hein, parce que les Allemands sont très vigilants. Alors, les labels, il faut être clair là-dessus, parce que le PEF n'est pas l'ennemi des labels. D'abord, il faut rappeler à nos auditeurs que les labels, c'est quoi? Vous avez ou vous n'avez pas le label. Hein? Donc, par exemple, tel label, il a des critères, et le jeu des industriels, souvent, c'est de tout faire pour avoir le label. Mais si tout le monde a le label, comment on fait pour distinguer 2 produits qui ont le même label? Donc les labels, c'est intéressant parce que ça permet de pousser les gens vers mais ce qu'il faut, c'est que le label, ces critères soient définis sur une méthode commune. Parce que si les critères sont... On a vu, je ne vais pas citer de nom, mais on a vu des industriels qui sont venus nous voir, on a évalué leurs produits, ils avaient un label environnemental dont on ne va pas citer le nom, et ils étaient déçus de voir qu'ils avaient un très mauvais score. Pourquoi? Parce que le label, il n'a pas été calculé avec ce score. Donc, il ne faut pas abandonner les labels. Il faut reconstruire les critères des labels à l'aune de cette méthode commune. Voilà. En fait, je lisais un article, j'y pensais parce que je lisais un article ce matin de l'Eurobaromètre de la Commission européenne qui disait que 50%, donc c'est énorme, des consommateurs européens sont confus par le flux d'informations environnementales qui leur arrivent dans la face, en gros. Et j'avoue que j'ai aucun mal à le croire parce que moi, qui ai passé 3 ans dans l'industrie du recyclage des plastiques, j'y comprends souvent rien. Ouais, c'est compliqué. Mais la Commission, elle dit quelque chose de pire que ce que vous dites. Elle a fait une étude pour analyser les assertions environnementales ou les engagements ou les informations environnementales que donnent les entreprises. On va pas citer de nom. Hein, l'entreprise qui a changé le bouchon en disant on a fait un geste formidable pour l'environnement, ou celle qui explique qu'elle a que des produits verts, et je passe les détergents qui vous disent prenez le gros bidon, et puis ensuite vous le rechargez avec vous savez, la petite poche là. Sauf que la petite poche, elle est plus impactante que le bidon. Vous voyez? Bon, alors c'est bon. Et donc, la Commission a fait une étude en disant, elle a examiné un échantillon d'engagements environnementaux des entreprises européennes, et pour voir quelles étaient ces assertions crédibles au niveau scientifique. Et est-ce que ceux qui les affirmaient sur leurs emballages ou dans leurs pubs
donner des explications crédibles. Mmh. Résultat, 60% de ces assertions environnementales ne sont pas fondées. Vous voyez ? Et donc, la commission, voyant ça, a décidé d'encadrer ceci. Et moi, j'ai été entendu par la commission pour avoir, parce que la commission fait des grandes consultations, et normalement, elle devrait statuer au mois de juin. Vous voyez, c'est demain. Et moi, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, écoutez, il faudrait faire comme dans les allégations de santé. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui est quand même intéressante. À l'époque, vous étiez peut-être très très jeune. À l'époque, comment dirais-je, on était sur le règne, non pas du greenwashing, mais du comment on peut appeler ça ? Vous savez, ces grandes marques, on va pas citer de nom encore, qui disaient si vos enfants prennent mon yaourt, ils vont grandir plus vite. Ou si vous prenez mon yaourt tous les jours, vous aurez moins de cholestérol. Bon, la commission s'est agacée de ça en disant mais c'est vrai, c'est pas vrai. Et puis à un moment, elle a dit à tous les acteurs, elle les a tous réunis en disant écoutez, maintenant c'est fini. On va définir une règle, une méthode. Et quand vous dites ça, ou vous le démontrez avec cette méthode, si vous ne le démontrez pas, vous n'avez pas le droit de le dire. Autrement dit, la commission a rendu illégales des allégations de santé non prouvées. Et alors, vous savez ce qui s'est passé ? La commission, dans sa sagesse, a dit « Je ne vais pas vous imposer ça tout de suite ». Elle a dit aux acteurs « Je vous laisse un délai pour venir me dire ce que vous envisagez de faire et ce que vous maintenez. Comme ça, on vous dira si c'est crédible ou pas. » Et il n'y a pas une seule entreprise qui a maintenu ces allégations. Pas une seule. Et ils ont tous tout retiré. Hein. Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire la même chose pour l'environnement. Il faut... J'aimerais que la commission, c'est pas moi qui décide, mais je trouve que la commission s'honorerait à dire, eh bien, il y a la méthode PEF. Vous dites que votre produit est vert ou je sais pas quoi, ou protège la planète ou autre, eh bien, si vous le dites, prouvez-le. Et si vous ne le prouvez pas, vous vous taisez. Donc, c'est une loi qui encadre ceux qui veulent rouler des mécaniques. Avec ça, c'est la fin du greenwashing, et ça, c'est le début de la transition écologique. C'est ça. C'est une transition parfaite pour Glimpact. C'est une transition parfaite. Ah ben, voilà. Mais juste, attendez, je reviens sur ce que vous disiez, la position de la France. Moi, je vais vous dire, je pense en étant le plus objectif possible, parce que, allez, partons du principe que le gouvernement est de bonne foi, et je crois qu'il l'est, objectivement. Sa loi n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup de bonnes idées. Mais le problème, c'est que si on mesure pas, vous voyez, je prends le cas du score carbone, bon. Si on ne définit pas la règle commune, et si chacun invente son éco-score avec des équipementations, mais les consommateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vont être encore complètement paumés, et surtout, on ne va pas pouvoir évaluer. Mais le plus grave, c'est même pas de tromper les consommateurs qui contrairement à ce qu'on dit, ont parfois du mal, mais ils savent reconnaître ce qui est crédible ou ce qui ne l'est pas. Et pour l'instant, ils pensent que rien n'est crédible. Moi, j'ai fait des études sur les consommateurs, et c'est terrible. Les consommateurs ne croient plus en rien ils pensent que tout est greenwashing. Ils pensent même que dans la plupart des cas, les marques, ce qui n'est pas toujours le cas, les marques font des produits verts pour augmenter les prix. Alors, j'ai une statistique intéressante là-dessus. Ouais. C'est 2% des citoyens qui ont confiance dans les labels. C'est ça. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, s'il y a une règle commune, scientifiquement, et elle existe, elle est sur la table, il n'y a plus qu'à l'heure, alors la confiance reviendra. Et surtout, le plus important, c'est ce que je voulais dire, c'est que le score soit pas bon, c'est déjà gravissime. Mais le plus grave, vous savez, c'est quoi ? C'est de ne pas donner la bonne règle aux industriels, qui donc ne connaissent pas les vrais leviers pour s'améliorer. Donc, ils ne seront pas volontaristes, ce qui est normal. Mais si la règle n'est pas claire, qu'elle est différente dans chaque pays, qu'elle n'est pas robuste, et qu'en plus de ça, elle ne permet pas aux industriels de comprendre leurs enjeux et d'identifier le levier pour optimiser leur performance, alors on n'avancera pas. Et bien justement, cette méthode permet tout ça. Elle est fiable. Comme toutes les méthodes, elle n'est pas parfaite, mais elle est immensément plus parfaite que n'importe quelle autre. C'est la seule qui est reconnue par l'Union européenne. Et il se trouve que, à travers Glimpact, nous, on l'a mis en place chez beaucoup d'industriels, de très grands noms, qui au départ n'étaient pas vraiment très favorables et qui sont devenus très favorables. Et pourquoi ? Parce que la règle est claire, et parce qu'ils savent maintenant dans quelle direction aller. Et il y en a, parce que, encore une fois, la plupart des industriels sont de bonne foi. Il y en a certains qui exagèrent un peu quand même, et qui se complaisent très bien dans le greenwashing. Mais la plupart ignorent tout, pensent bien faire, et en fait, c'est pas le cas. Avec cette méthode, on sait si on fait bien ou pas. Donc, je pense que le gouvernement français
avec cette loi, donc je parle au président là, Je ferai en sorte de lui passer le message. s'il vous plaît, à l'occasion de marquer d'une pierre blanche le démarrage de la transition écologique, en disant, il y a une méthode, nous sommes des Européens. On ne peut pas taxer le président Macron de ne pas être européen. Il en a fait la base même de sa campagne électorale. Donc, lui, le grand Européen, doit exiger que la règle commune soit celle définie par la Commission européenne. Et il doit être le premier État à le mettre dans sa loi, et à partir de là, on change tout. Parce que l'enjeu, il est là. Quand la règle sera commune, tous les lobbies s'arrêteront, et tout le monde sera obligé de s'améliorer dans le bon sens. Mais une règle avec 17 critères où on est obligé, à chaque fois qu'on veut évaluer un produit, d'aller chercher le fournisseur du fournisseur du fournisseur pour pouvoir évaluer l'impact de l'origine. Est-ce que c'est aussi pour ça, du coup, que ça se met pas en place? Est-ce que c'est trop complexe pour les industriels qui ont peut-être 40 ou 50 composants chez des fournisseurs pour chaque produit qu'ils Alors vendent? oui et non. Oui, parce que c'est la réalité. Il faut faire ça, ce que vous dites. Alors, la méthode est quand même astucieuse parce que pour chaque catégorie de produits, elle se décline et on a une liste d'informations à aller chercher. Parce que vous avez raison, il faut aller chercher. Prenons l'industrie textile, vous avez 4, 5, 6 rangs de fournisseurs. Vous avez celui qui confectionne, celui qui file le fil, celui qui va produire la fibre, celui qui va la tisser. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, il peut y avoir des vraies difficultés pour les industriels de rang, ceux qui font les produits finaux, les produits finaux, difficulté d'aller avoir l'information dont on a besoin, qui n'est pas marquée sur l'étiquette, contrairement à ce que disent certains acteurs, hein, et ils peuvent avoir des difficultés pour savoir, mais qui peut me donner cette information? Mais la méthode PEF définit ce qu'on appelle un screening, qui permet de définir les seules informations importantes. Toutes les autres, on va les remplacer par des données par défaut, parce que c'est pas nécessaire. Donc, et c'est pour ça qu'on a fait Glimpact. Donc là, je reviens sur ce qu'on a fait. Je dis oui parce que votre analyse est bonne, non parce qu'avec Glimpact c'est terminé ça. Tout le monde peut le faire. Parce qu'avec Glimpact, vous n'avez pas besoin de vous proposer. Glimpact va vous dire, selon votre catégorie de produits, quelles sont les informations dont vous avez vraiment besoin. Toutes les autres, on va s'en charger pour vous. Momentanément, parce qu'on vous incite toujours à avoir la vraie information. Mais au moins, on va vous dire, il y a tellement d'informations à recueillir, parfois plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Mais avec cette méthode, on va dire, toutes celles-ci, elles pèsent moins de 3 ou 4, 5%. On va les remplacer par des valeurs par défaut que l'Europe a créées. Parce que l'Europe a créé la méthode et les valeurs par défaut. Ça, c'est la fameuse database. La base de données européenne, qui est pas complète, mais qui va se compléter au fur et à mesure. Nous, on l'a déjà complétée avec un certain nombre de choses. Donc, la technologie Glimpact, oui, la méthode est complexe, mais c'est à nous, entrepreneurs, avec les technologies, parce que c'est très compliqué à faire. Donc on a investi près de 4 ans de recherche approfondie pour faire un outil technologique en utilisant le must des technologies Internet, parce que c'est une technologie digitale qui permet aux industriels d'aller eux-mêmes sur Internet, hein, de façon très simple, tout en protégeant leurs données, hein, parce qu'il faut les protéger. Et puis on a utilisé ce qu'on appelle les technologies du big data, parce qu'il y a beaucoup de données. Ben, on y est arrivé. C'est pas insurmontable. Résultat des courses, on a modélisé cette méthode pour que du plus petit au plus gros industriel, tout le monde puisse mesurer son impact et surtout identifier ses leviers pour l'améliorer. Et donc aujourd'hui, très concrètement, si un industriel, disons un fabricant d'aspirateurs, veut calculer l'empreinte de son produit, alors chaque aspirateur aura une empreinte différente, donc il va rentrer des informations relatives à chacun de ses produits. Et à ses conditions de fabrication, et de ses conditions de fabrication. C'est ça. Donc là, on va parler l'endroit où va être fabriqué, la carte mère de l'aspirateur, s'il est électrique, dans quel pays ça a été produit, quel est le mix énergétique du pays, quelles sont les ressources qui sont utilisées pour cette pièce-là, c'est exactement ça. La quantité d'eau. Oui, on va lui dire ça, mais on va le guider. C'est-à-dire qu'on va lui dire le mix électrique. Je vous donne un exemple, c'est intéressant comme question parce que cette méthode, quand on l'exploite, elle nous donne une vision de l'environnement que personne n'avait imaginé. Je vous donne un exemple, le textile. Combien, si je vous pose la question, quel est le plus important dans votre pullover que vous portez là? Beaucoup vous diront, oh là là, mais moi, je suis très écolo parce que ce pull, il vient de Brie-Contre-Robert, près de chez moi. Il a été fabriqué là. Problème, c'est que c'est pas du tout le problème. La part du cycle de vie qui est consacrée à ce qu'on appelle le transport entre le lieu de fabrication et le lieu de consommation ne pèse que moins de 5% de l'impact de votre pullover.
Vous voyez, moins de 5%. Donc, quand bien même il viendrait de Chine ou de Brie-Contrebert, on ne joue que sur 5%. Ce qui joue le plus dans votre pull, je ne sais pas en quoi il est, c'est les conditions de production de la fibre avec laquelle il est produit. Si vous prenez par exemple un t-shirt en coton, d'accord, qui soit produit, je préfère un t-shirt en coton produit en Chine, mais avec une bonne fibre de coton, plutôt qu'un t-shirt produit à Brie-Contrebert avec un très mauvais coton. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on est capable, avec la technologie de l'impact via la méthode PEF, de comparer des produits qui sont complètement incomparables par nature, normalement. Donc, si on dit ce jean ou ce pantalon versus ce pull, lequel a le meilleur impact, on est capable de le dire aujourd'hui, même si ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Oui. Alors, on essaye de faire parce que la méthode PEF donne un score qui est une échelle continue, on exprime ça en micro-points. Plus vous avez de points, micro-points, et plus vous êtes impactant. Donc c'est comme un prix d'un produit. Et vous pouvez comparer le score de votre téléphone portable avec le score de votre voiture. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de comparer un téléphone portable. Là où je pense que ça peut avoir un intérêt, c'est essentiellement dans l'emballage, où on se dit... on a tendance en ce moment à souvent dire je privilégie l'emballage en carton par rapport à l'emballage en plastique. Là, on aura la capacité de dire ah oui, mais le carton, si on l'a recyclé, ça va utiliser tant de litres d'eau, on va avoir cette déforestation. Le plastique, s'il est recyclé, est-ce qu'il est meilleur que s'il est vierge? Est-ce qu'il est meilleur que s'il est produit Et puis surtout, on voit, je reprends l'exemple du textile, vous vous rendez compte? Ceux qui pensent, et il y en a beaucoup des acteurs du textile, on va sortir une étude bientôt qui va à mon avis surprendre beaucoup. Combien de marques disent, mais moi, tout est produit, en France, mais ils commettent deux erreurs, c'est que le fait de produire en France, je dis pas qu'il faut pas produire en France, mais cet argument n'est pas de nature à réduire de façon significative l'empreinte environnementale. Aujourd'hui, le Made in France, c'est plutôt une raison sociale qu'une raison économique, qu'une raison environnementale quand on le met en avant. Voilà, mais par contre, ce qui est pas bien, c'est de faire croire aux gens qu'en étant simplement confectionné en France, je parle des textiles, on a une empreinte environnementale moindre qu'une... Et là, je vais pas me faire des amis, mais on peut pas dire ah oui, ça vient de Chine, c'est pas bien. On peut pas dire ça avec une méthode rigoureuse. Ça peut ne pas être bien, parce que si ça vient de Chine, et qu'en plus de ça, c'est fait avec un très mauvais coton, c'est vraiment pas bien. D'accord? Mais ceux qui disent, il y a un rapport en ce moment qui tourne, là, comme par hasard, au moment de cette loi, qui dit oui, mais si on relocalisait tout en France, on diviserait par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, d'abord, c'est pas vrai, parce que il vous aura pas échappé qu'on a du mal à cultiver du coton en France, quand même, donc il faudra bien qu'on le cultive quelque part. Bon. Et c'est pas vrai de dire ça. Et dans la phase de fabrication, il y a des phases de fabrication comme la teinture, par exemple, qui sont très impactantes. Mais il y en a d'autres phases comme la confection finale qui passent pas très lourd dans le score environnemental. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec cette mode, on sait qu'est-ce qui compte, quels sont les enjeux réels et comment on va s'améliorer. On pourrait aussi citer la problématique des produits bio. Le bio, tout le monde pense bio égale meilleure empreinte environnementale, mais c'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs rarement le cas. Mais ça ne veut pas dire que le bio, c'est pas bien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le cahier des charges pour être bio, il n'y a pas beaucoup, il y a quelques indicateurs, mais pas beaucoup, en tout cas, loin de traiter toutes les 16 catégories d'impact. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait partie de certains lobbies. Le lobby du bio est souvent contre la méthode ACV. Mais la méthode ACV et la méthode PEF n'est absolument pas une méthode qui va être de nature à diminuer l'intérêt du bio, mais va simplement obliger le bio à s'évaluer comme le non-bio. Et donc, vous allez trouver des fruits bio qui sont faits dans de très bonnes conditions et qui sont moins impactants que des produits conventionnels. Ce serait quoi des bonnes conditions, des meilleures conditions du coup pour du bio aujourd'hui? Dans nos têtes, le bio, c'est le nec plus ultra sur la production. Oui, mais c'est pas... D'abord, le bio, pour résumer, qu'est-ce que c'est que le bio? Les gens pensent que le bio, il n'y a pas de pesticides, d'origine chimique. Donc, il y a des pesticides d'origine naturelle. Mais il y a des pesticides d'origine naturelle qui sont très mauvais pour l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Très mauvais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les critères du PEF, quand vous dites que vous avez du lait bio, dans le lait, qu'est-ce qui est le plus impactant? C'est ce que mange la vache. Ce que mange la vache. Vous voyez? Et c'est pas parce que elle a été élevée dans le cadre de l'agriculture biologique qu'elle est
que le lait sera moins impactant qu'un lait conventionnel. C'est parfois le cas, c'est parfois pas le cas. Et nous, ce qu'on dit à tout le monde, au conventionnel comme au bio, parce que le bio souvent disent « Ah oui, avec votre méthode, on va devenir moins bon que les autres ». Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez vous arroger le droit de dire que parce que vous êtes bio, c'est un peu comme le label qu'on évoquait tout à l'heure. Le problème du bio, c'est qu'il faudrait changer un peu les critères du bio pour y rajouter plus de critères environnementaux évalués à l'aune de la méthode PEF. Et donc, on va avoir des produits conventionnels qui sont parfois moins impactants que des produits bio, puis on va avoir des produits bio qui sont moins impactants. Et moi, ce que je dis au lobby du bio, eh bien, écoutez, prenez cette méthode, on va vous dire comment faire du bio qui soit bio, mais en plus, moins impactant pour l'environnement. Donc, personne n'a redouté quoi que ce soit de la méthode, au contraire. Mais ceux qui refusent de voir les choses en face, c'est un peu comme ceux qui vont voir leur médecin et qui demandent au médecin de casser le thermomètre, de casser le scanner, parce qu'ils veulent... Quand votre médecin vous dit « je suis désolé, j'ai vu une tumeur, moi ». Alors, vous pouvez casser mon scanner, mais vous l'aurez toujours, cette tumeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que, encore une fois, tous les enjeux sont dans la connaissance objective de votre empreinte. Et ça peut paraître simpliste, ce que nous disons, hein, mais aujourd'hui, alors que l'environnement est dans toutes les bouches, fait l'objet de conférences internationales, tous les chefs d'État en parlent, et la méthode n'est toujours pas connue, réglée, cadrée, en Europe comme dans le monde. Les émissions de gaz à effet de serre sont plutôt pas trop mal évaluées, mais il n'y a pas encore, on a encore la possibilité de mesurer. D'ailleurs, le Haut Conseil au climat le soulignait en disant il faut quand même être vigilant sur la façon dont on mesure les émissions de gaz à effet de serre. Mais on a cette méthode, on a ces moyens de le faire. Et donc, je pense que c'est vraiment d'ailleurs, l'Union européenne, dans cette méthode, est en avance sur le monde entier. Les Américains n'ont pas ça. Les Chinois n'ont pas ça, hein, et donc on pourrait faire en sorte que cette méthode, elle s'impose non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Donc vous voyez, on est dans l'enjeu. On parle d'un enjeu majeur qui est l'enjeu de la protection de l'environnement, et on n'a toujours pas de méthode pour le mesurer. C'est quand même invraisemblable. Et ça, il faut que les auditeurs comprennent bien ça. Mais il faut régler ce problème. On a beaucoup parlé là du coup des industriels. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi du côté du consommateur. Donc, on disait tout à l'heure qu'effectivement 50% des consommateurs européens se disaient perdus. Il y a 400 labels au niveau européen qui sont des labels environnementaux. Donc, on n'a aucune façon de comprendre comment ça marche vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un système ACV global qui soit reconnu, qui soit facile à prendre en main et qui soit actionnable par les consommateurs au quotidien? Parce que là, donc effectivement, n'importe quelle entreprise, donc sur la base du volontariat, si j'ai bien compris, se met sur Glimpact et évalue ses produits. Et sinon, a globalement une moyenne qui est d'évaluer par rapport à des acteurs qui se sont mis sur le climat. Mais pour les consommateurs, comment est-ce que, au quotidien, on est capable de choisir des produits qui ont été validés par la méthode PEF via Glimpact? Alors, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez tous entendu parler de l'EcoScore. Oui. Donc, vos auditeurs connaissent une application qui s'appelle Yuka. Alors, on va peut-être rappeler du coup ce que c'est que l'EcoScore. C'est un équivalent du Nutri-Score pour des aspects environnementaux. Voilà. Alors, moi, je vais casser l'ambiance. C'est une bonne idée, l'EcoScore. Sauf que l'EcoScore qui existe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je le dis précisément parce que... alors, c'est compliqué à expliquer, mais on va le faire puisqu'on a un peu de temps. Donc, il y a un consortium d'acteurs, notamment l'acteur Open Food Facts, qui a fait un truc très très intéressant. C'est eux qui ont travaillé notamment, et pas que, parce que le Nutri-Score, là pour le coup, c'est une méthode qui a été imposée par l'État, le Nutri-Score. Mais Open Food Facts, vous savez, c'est ceux qui ont demandé aux consommateurs de se donner la main pour lire les étiquettes et envoyer et constituer une base de données, comment dirais-je, libre. Et ça, c'est une très très beau projet. Alors, ce projet a permis de créer l'application Yuka qui permet de donner le score, le Nutri-Score avec un certain nombre d'informations. Alors, cette application, elle a évolué vers des choses qui sont très contestées, pas que par les industriels, mais aussi par les nutritionnistes, parce que, et c'est ça qui pose problème, c'est que les acteurs comme Yuka ou Open Food Facts ont ajouté leurs propres critères ou leurs propres pondérations. Alors là, on commence à devenir plus
comment dirais-je, pas tellement, enfin, assez arbitraire. Bon. Et donc, ils ont lancé récemment un éco-score, qui est une catastrophe parce que cet éco-score ne respecte pas du tout le cadre du PEF. Mais il ne respecte pas plus la CV. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris une base de données qui a été créée par l'ADEME et l'INRA, l'Institut de recherche en agronomie, qui a fait une base de données sur les produits alimentaires qui a été fondée, elle, sur le PEF. Le problème, c'est que cette base de données ne donne que les produits génériques. À peu près 2000 produits, une tomate, une pomme, une pizza. Le problème, c'est qu'elle ne vous donne pas la pizza de Leclerc ou la pizza de Picard. Elle vous donne la pizza en général, pizza au fromage ou ce genre de choses. Donc l'application actuelle est une espèce de caricature grossière du score qui fait qu'on a une information qu'on met à tout le monde, une même catégorie, si je résume, puis surtout on ajoute plein de petites pondérations qui sont totalement arbitraires et qui n'ont absolument rien à voir avec la méthode. Alors, l'ADEME, sur ce thème-là, a ouvert un appel à projet sur justement la création, parce que je réponds à votre question, la création d'un éco-score pour les produits alimentaires. Donc exactement ce que vous dites, c'est-à-dire comment faire que le consommateur puisse voir sur l'étiquette, sur son smartphone, en cliquant sur l'étiquette du produit ou ce genre de choses, un score environnemental. Et moi, nous avons dit, si on recommence avec chacun sa méthode, chacun dans l'arbitraire, avec des gens qui connaissent rien à l'environnement en plus, qui vont vous dire, moi j'ai mis 20% de plus parce que ceci, parce que cela, enfin, je rentre dans... Donc, nous avons répondu à cet appel. C'est très récent, c'était il y a exactement 4 jours. Donc et je vais vous dire comment on va répondre à cette problématique que vous dites. Comment faire en sorte que le consommateur ait une vraie information environnementale qui soit vérifiée, vérifiable et comparable. Alors, nous, on pense qu'il faut d'abord la méthode. Et la méthode existe. Donc, nous sommes les seuls dans cet appel d'offres à avoir proposé la méthode PEF. C'est quand même incroyable. Bon. Mais nous, on pense il faut que le consommateur comprenne qu'on ne peut pas faire ça sans les industriels. Parce que si le consortium Open Food Facts a créé cette base de données en demandant aux consommateurs de lire les étiquettes, pour faire un Nutri-Score, ce qu'il y a sur l'étiquette est globalement suffisant. Mais pas pour faire un éco-score. Il n'y a pas marqué les conditions de fabrication sur l'étiquette d'un produit. Tous les consommateurs le savent. Donc nous disons, on ne peut pas faire sans l'industriel. Si l'industriel ne nous donne pas des informations, on a un éco-score qui raconte n'importe quelle bêtise. Mais les consommateurs ne veulent pas que ceci se fasse sans contrôle. Donc l'impact veut être le tiers de confiance. Nous, on a créé la technologie qui modélise la méthode. On a fait vérifier par un cabinet extérieur qu'on respecte bien la méthode. Parce que quand je vous dis que je respecte la méthode, encore faut-il que je le prouve. Donc, il y a un tiers de confiance, du tiers de confiance qui vérifie. Et nous, on va demander à tous les industriels de venir mettre leurs informations et de calculer leur score avec notre technologie qui n'est pas la leur. La même technologie pour tout le monde. Et donc, ce qu'il faut, c'est une obligation pour les industriels de se mettre sur... Alors moi, je dirais pas une obligation. L'impact ou une autre, je sais pas ou d'ailleurs. Nous, on l'a fait, peut-être que d'autres en font. Je dis pas que... Aujourd'hui, vous êtes tout seul. Je pense qu'on est tout seul à pouvoir faire ça. Mais moi, je voudrais pas... Je pense qu'il n'y a pas besoin d'obliger... Il n'y a pas besoin d'obliger les consommateurs. Et c'est là où votre question est intéressante. Les consommateurs, nous, on pense que c'est eux qui vont l'imposer. Et comment on va faire ? Eh bien, nous, on va d'abord expliquer au consommateur tout ce qu'on peut lui dire sans avoir les données des industriels. Parce qu'on peut lui... Déjà, tout ce que je vous disais sur le textile, on peut déjà lui expliquer ça. Comment bien choisir. Bon. Mais ensuite, on va donner à tous les consommateurs qui auront un smartphone, ils cliqueront sur un code barre, n'importe lequel, ils auront une information. Ou bien l'industriel n'a pas donné l'information. Et on dira au consommateur, aidez-nous à ce que l'industriel donne l'information. On va lui donner un score moyen ou faible. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est dire aux industriels, vous avez tout intérêt à venir mettre vos informations dans l'impact. D'abord, n'ayez pas peur, on ne va pas révéler vos informations aux autres, on va juste donner le score. Et pourquoi ils le feront ? Moi, je préfère qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Ils le feront parce qu'ils savent que les consommateurs le veulent. Je pense que tous les industriels le savent. Depuis Yuka, surtout. Oui, et depuis Yuka, vous avez raison. Mais ils veulent que la règle soit claire et transparente et surtout objective. 2, la technologie de l'impact va leur permettre de savoir comment s'améliorer. Et moi, je pars du principe, c'est peut-être naïf, mais je ne crois pas qu'un industriel acceptera de donner ses informations et donc son score. À partir du moment où il saura comment s'améliorer. Et s'il a une mauvaise note au départ, c'est pas grave. Dès lors qu'il annonce, moi j'ai compris ce qui n'était pas bien dans ma chaîne de production, dans ce qu'on appelle la supply chain, alors je vais améliorer ce qui doit l'être et je vais m'engager, mais cette fois-ci, je vais prendre des vrais engagements. Et c'est là où je pense que
la dynamique vertueuse va s'engager. Et je vais vous dire, je ne peux pas vous citer de nom encore, mais de très grands industriels sont déjà d'accord avec ce que je vous dis. Ils vont mettre leurs produits dans cette application. Et quand ces industriels qui auront fait l'exercice sous notre contrôle, parce que nous, on ne laissera pas un industriel nous raconter des bêtises. Hein. D'ailleurs, il n'a aucun intérêt à le faire. À partir du moment où vous avez des grands noms, du textile, des détergents, des produits alimentaires, qui vont accepter. Et pourquoi ils le feront, vous me direz ? Parce que les premiers de la classe qui ont fait les efforts et qui savent le sens de leurs efforts, ils ont tout intérêt à montrer leur performance. Et donc, ils vont imposer à tous leurs concurrents de faire la même chose. Et le cercle vertueux va s'enclencher. Voilà mais pour ça, on a besoin des consommateurs. Et les consommateurs, on va aller plus loin. On ne va pas se contenter de leur donner juste le score de leurs produits en leur proposant des produits qui ont un meilleur score. On va les inviter à nous aider à ce que les industriels se dépistent environnementalement. Mais surtout, on va transformer le consommateur en un consommateur qui va agir. Et on va lui donner la mesure de son empreinte de tous ses achats. De tous ses achats. Et donc, on va lui dire, est-ce que vous saviez que vous pesez tant, vous ? Et on va faire la somme de tout ce beau monde pour voir combien ça pèse. Et comment tous les consommateurs, avec leur pouvoir, parce que on parle du pouvoir d'achat, mais on parle jamais du pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter. In fine, c'est le consommateur qui décidera. Quand le consommateur aura le prix du produit, mais le prix environnemental, donc les fameux micro-points issus de la méthode, il va choisir les produits les plus performants, parce qu'il aura confiance. Et à partir de là, c'est la fin du greenwashing, et c'est la fin des produits. Les industriels vont être obligés de prendre la performance environnementale comme un critère de choix des consommateurs. Et là, quand vous pensez que l'industrie pèse à peu près, on va dire, un petit peu plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, juste le CO2, je ne parle pas des autres. Vous voyez combien les consommateurs, pour tous les produits de grande consommation, quel pouvoir ils ont de privilégier les produits à haute performance environnementale au détriment de ceux qui ont une faible performance environnementale. Comme Yuka l'a démontré pour le Nutri-Score, où les industriels ont été obligés de s'adapter, nous, on va proposer aux industriels de s'adapter pour l'éco-score. Mais le vrai. Donc le pouvoir au consommateur et la fin du greenwashing. Oui. Et on va s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup, Christophe Girardier. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Oui, c'était vraiment le cas. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.